36 personnes ont été tuées à la machette dans le village de Mukondi au nord Kivu par des assaillants non identifiés. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 8 au 9 mars. Et puis au Zimbabwe, les responsables du Conseil de l'industrie et de la commercialisation du tabac renseignent que la récolte du tabac est attendue à 230 000 tonnes en 2022-2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Commençons par cette actualité. Des assaillants non identifiés ont tué 36 personnes à la machette dans le village de Mukondi, au nord Kivu. Les faits se sont passés dans la nuit du 8 au 9 mars. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, une structure associée à Human Rights Watch, les terroristes ougandais d'ADF sont soupçonnés d'être auteurs de ce crime. Plus de 10 autres personnes ont été blessées par les terroristes. Patrick Ilunga. Cette attaque vient endeuiller une province qui est déjà la proie des combats et des attaques de tout genre, à commencer par la guerre du M23, mais également la guérilla, les exactions et les décapitations des civils. Selon les informations du baromètre sécuritaire du Kivu, il pourrait s'agir d'un acte criminel des terroristes d'ADF. Le village Maoussa et Mukondi payent ainsi le lourd tribut. 36 personnes, c'est le nombre de personnes tuées, mais les sources locales précisent que le bilan est encore provisoire. Le comptage macabre risque de s'alourdir car plusieurs personnes restent encore introuvables. Les sources locales disent que, hormis les infortunés qui ont trouvé la mort calcinée, une dizaine d'autres personnes ont été blessées par les assaillants. Les autorités locales ne se sont pas encore exprimées sur ce drame. Selon les chiffres des services de renseignement des États-Unis d'Amérique, depuis 2020, les terroristes d'ADF tuent au moins 800 personnes à l'est de la RDC chaque année. Les terroristes ont redoublé de violence alors que depuis le mois de novembre 2021, une opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise les traque. Toujours dans le Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima appelle la population à s'abstenir à toute attaque contre les contingents de la force régionale d'Afrique de l'Est déployés en RDC. Le gouverneur tire la sonnette d'alarme sur un plan de l'ennemi qui pourrait profiter des attaques contre la force régionale pour piéger la population. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Kaiko Njike, porte-parole du gouvernement. Monsieur le gouverneur militaire de province, Son Excellence lieutenant-général Ndima Kongba Constant demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre de l'East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous les sont en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, des pourparlers de Nairobi et Addis Abeba par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci haut. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme et à l'accompagnement de tous ces contingents dans l'exécution de leur mission. Faite à Goma, le 8 mars 2023. La République démocratique du Congo accueillera dans ces deux villes, notamment Kinshasa et Goma, du 9 au 12 mars, une délégation de quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au menu, le processus électoral et l'insécurité dans l'est du pays. Plusieurs représentants des grandes puissances sont attendus. Des grandes puissances feront leur déplacement. Enoch Issei.
Une importante délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue à Kinshasa du 9 au 12 mars 2023. Elle sera dirigée conjointement par la France et les Gabon. Albanie, Brésil, Chine, Équateur, France, Gabon, Ghana, Japon, Malte, Mozambique, Fédération de Russie, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, tous membres du Conseil de sécurité seront présents. Il y aura également des experts du Conseil, des équipes de soutien du Secrétariat général des Nations Unies et du Secrétariat du département de la Sûreté et de la sécurité qui seront là. Il est prévu des séances de travail à Kinshasa et à Goma, dans la capitale. Ils échangeront notamment avec les acteurs politiques sur le processus électoral, les membres de la société civile, le président de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre et le président de la République. Au cœur des échanges, il y a notamment le processus électoral, la situation sécuritaire exacerbée par la montée en puissance du M23, soutenue par le Rwanda ainsi que la crise humanitaire. La délégation arrivera à Goma le 11 mars. Elle aura une séance de travail avec le gouverneur militaire Constant Ndima avant d'échanger avec la force de la MONUSCO. L'autre étape importante sera la réunion avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le FARDC, et les membres du mécanisme de vérification ad hoc décidé par le processus de Luanda. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son président, Jürgen Kopp, qu'accompagnait l'ambassadeur d'Allemagne en RDC. Les membres de ce groupe qui siègent au Parlement allemand sont venus faire connaître au président Denis Kadima que leur pays est disposé à assister techniquement la CENI dans l'organisation des élections. Suivez ces propos recueillis par Voldy Kengi. Wir sind 6 Bundestagsabgeordnete. Nous représentons le Parlement allemand, le Bundestag. Nous sommes une délégation de 6 membres du Parlement représentant les 6 groupes parlementaires politiques qui sont élus au Parlement actuellement. Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques. Le président de la commission a pris 1 heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers. Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques. Unsere Aufgabe ist es nicht, in einen Prozess Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas. Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne, nous avons des structures similaires. On appelle ça le Bundeswahlleiter, mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CENI. Nous avons donc discuté des similarités et des différences. Nous pensons qu'il est très très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques. Notre visite ici aujourd'hui est un symbole qui montre l'importance que portent les aspects techniques de la bonne organisation, du bon déroulement d'élections. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, ni en Allemagne, ni au Congo. Le ministre national du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a effectué un déplacement de Kasumbalesa pour participer à la rencontre bilatérale entre la RDC et la Zambie. Les 2 pays ont discuté des stratégies à mettre en place afin de désengorger la frontière de Kasumbalesa. Dans la suite du ministre du Commerce extérieur, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoua, les responsables des services œuvrant dans la frontière et autres experts. Fiston Oleko. On se dirige vers une lueur d'espoir pour désengorger les postes frontaliers de Kasumbalesa entre la RDC et la Zambie. Les frontières de Mokambo, Sakanya et Kipushi doivent être opérationnelles 24 heures sur 24, mesure à exécuter dans une semaine pour décongestionner le poste de Kasumbalesa. Tel est l'un des points évoqués dans le communiqué final conjoint de la rencontre bilatérale entre la RDC et la Zambie, signé par le ministre national du Commerce extérieur de la RDC, Jean-Lucien Boussa, et Chipoka Moulenga, ministre national zambien du Commerce extérieur et Industrie. Le patron du Commerce extérieur de la RDC s'est dit optimiste pour les résolutions prises, car le souhait des 2 chefs d'État respectifs est de fluidifier la circulation pour stabiliser les économies entre les 2 pays. C'est de développer nos économies et que nos économies développées impactent positivement sur la vie de nos concitoyens.
Le commerce est l'un des leviers importants de la croissance économique et du développement. Et nos deux chefs d'État ont bien compris cela. Dès leur accession au pouvoir, ils se sont rencontrés plus d'une fois pour que la question de la fluidité du commerce entre les RDC et la Zambie soit réglée surtout de manière efficace. Pour sa part, le chef de la partie zambienne Chipoka Mulenga s'est réjoui de la réussite de cette rencontre bilatérale. Je suis très satisfait du déroulement de cette rencontre bilatérale. Le poste frontalier de Kasumbalesa et Zambie constitue une voie de sortie de marchandises et de biens. Nous osons croire que ces résolutions seront appliquées à la lettre. Il faut noter que Jean-Lucien Boussa était accompagné du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, de responsables des services œuvrant aux frontières de la RDC et des experts de la partie zambienne étaient conduites par le ministre de l'Industrie et du Commerce Chipoka Mulenga avec dans sa suite le ministre des Mines de la province de Kopberg, Elisa Matambo et d'autres experts zambiens. Une brève dans ce journal. Préparatif de 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, l'événement sportif et culturel de la jeunesse francophone a désormais une identité visuelle. La mascotte Massano a été dévoilée ce jeudi au Palais du Peuple dans une cérémonie officielle présidée par Samalou Kondé. Il s'agit d'un léopard souriant portant un t-shirt violet et culotte jaune, les couleurs de la francophonie, symbole de la présence de ces jeux de la francophonie en RDC. Pour le comité organisateur, cette mascotte reflète l'esprit de l'événement. Mois de la femme oblige, coup de projecteur sur une femme d'exception. Elle est l'une des rares femmes à s'être imposée dans le secteur minier jusqu'à atteindre le sommet des grandes entreprises. Marie-Chantal Kaninda, 59 ans, incarne la réussite de la gente féminine dans les mines. À l'occasion de ce mois de mars, Géopolis Télévision ouvre avec Marie-Chantal Kaninda la rubrique Femmes du jour. Patrick Ilunga. Après sa licence en économie à l'université de Liège en Belgique, Marie-Chantal Kaninda ne sait pas encore qu'une très belle carrière s'ouvre à elle dans le secteur très masculin des mines. La jeune diplômée retourne dans son pays d'origine où elle débute sa carrière en qualité de coordonnatrice dans un institut de langue et informatique. Le Zaïre est alors en pleine transition politique. Marie-Chantal Kaninda découvre le secteur minier en intégrant le groupe ghanéen Ashanti Goldfield, spécialisé dans l'exploitation de l'or. Elle va occuper le poste de business manager. En 2005, la société de Beers, leader mondial du diamant, sollicite ses compétences. Elle intègre cette entreprise et gère les ressources humaines de la firme en Afrique centrale. Parallèlement à ses charges professionnelles, Marie-Chantal Kaninda s'engage à la même période dans la lutte contre la corruption dans le secteur privé en RDC. Sa compétence fait sa réputation dans le secteur des mines. En 2012, Rio Tinto, le deuxième plus grand groupe minier au monde, lui offre le poste de conseillère en chef de relations extérieures pour l'Afrique. Elle sillonne à ce titre alors le continent dans le but de soutenir les opérations stratégiques du groupe. La carrière fulgurante ne s'arrête pas pour cette polyglotte. En 2017, elle est désignée directrice exécutive du Conseil mondial du diamant. Elle est alors la première africaine à occuper ce poste. Actuellement, Marie-Chantal Kaninda occupe le poste de présidente du conseil d'administration de Kamoto Copper Company, entreprise établie en RDC. Elle est la première femme à occuper ces fonctions. En sport, les clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération font une nouvelle fois de plus piètre figure à l'occasion de la 4e journée de cette compétition. Desempe et Mazembe se sont inclinés encore une fois. Lupopo ramène un nul. Les 3 équipes sont donc au bord de l'élimination. Blessé de Kuzola au commentaire. Plus rien ne va pour le club congolais engagé en Coupe de la Confédération africaine. À l'occasion de la 4e journée de la dite compétition, les 3 représentants congolais sont au bord de l'élimination. Le DSMP a été battu comme au match aller par le club nigérian de Rivers United sous la marque de 3-1, condamnant ainsi les Immaculés à 2 points au compteur alors qu'il reste 2 journées. Pour sa part, le tout-puissant Mazembe a été battu 1-0 ce mercredi 8 mars à Rades en Tunisie
par l'US Monastirienne à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération toujours. Les Corbeaux enchaînent la 3e défaite consécutive dans cette compétition et s'éloignent de la qualification au tour suivant. Avec 3 points, le TP Mazembe doit battre le Real Bamako et Young Africa tout en espérant un faux pas des Tanzaniens. De son côté, le FC Central Lupopo a ramené de son déplacement au Benina Martyr Stadium où les cheminots ont été reçus par Al Akdar Sport Club de la Libye après un match nul d'un but partout. Avec ce score de parité, les cheminots louchois totalisent 4 points en 4 matchs disputés. L'actualité, c'est aussi en dehors du territoire national. Faisons place à la page internationale. Au Zimbabwe, la récolte de tabac est attendue à 230 000 tonnes en 2022-2023. C'est ce que renseignent les responsables du Conseil de l'industrie et de la commercialisation du tabac. Lors du lancement de la nouvelle campagne de commercialisation de ce produit, ce volume serait en hausse de 8,5% par rapport au stock de 212 000 tonnes récoltées un an plus tôt. Jojo Mulamba. La saison de commercialisation de tabac du Zimbabwe est ouverte. Mercredi, le vice-président du plus grand producteur de tabac d'Afrique et des acheteurs internationaux enthousiastes ont prononcé un discours pour l'ouverture officielle. La récolte de tabac a augmenté malgré la hausse de prix des engrais provoquée par la guerre en Ukraine. Les Zimbabwe prévoient de récolter 230 millions de kilogrammes de feuilles dorées cette saison contre 212 millions de kilogrammes l'année dernière. Selon le responsable, cette perspective de croissance d'une année sur l'autre de la production de la feuille se fonde sur une augmentation de 6,3% de la superficie emblavée qui devrait atteindre 117 000 hectares contre 110 000 hectares un an plus tôt. Une bonne nouvelle pour le pays qui souhaite désormais rendre son industrie du tabac plus lucrative en produisant davantage de cigarettes sur son territoire et en limitant le financement étranger de cultivateurs. Actuellement, la Chine finance l'essentiel de la production et achète la majeure partie du tabac zimbabwéen. La société d'État China National Tobacco Corporation, le plus grand producteur de cigarettes au monde, gère un système de contrats de culture en prêtant des semences, des engrais, de la nourriture et de l'argent pour la main-d'œuvre et les bois aux agriculteurs noirs. Seuls 2% de la récolte est transformée localement en cigarettes. Les Zimbabwe souhaitent que 30% de la récolte soit mélangée et transformée en cigarettes d'ici 2025. Du reste, l'exécutif national zimbabwéen ambitionne de faire passer la production de tabac à 300 000 tonnes d'ici 2025. Dans le pays d'Afrique australe, le vent de la feuille dorée a généré 650 millions de dollars américains en 2022, selon les données officielles. Et puis, la crise d'électricité que traverse l'Afrique du Sud devrait continuer d'affecter l'économie du pays au vu des circonstances actuelles. En conséquence, SP Global Ratings a revu à la baisse mercredi 8 mars ses projections sur la croissance de l'économie sud-africaine en 2023. Il faut donc dire que la situation a atteint un tel niveau de gravité que les pouvoirs publics ont été dans l'obligation de décréter l'état de catastrophe nationale. Jojo Mulamba. L'année 2022 a été l'une de pires pour les secteurs sud-africains de l'électricité. Alors que le fournisseur de données énergétiques baisse ses prévisions de croissance du PIB réel de 1,5% à 1% pour cette année, il estime que l'économie de l'Afrique du Sud devrait afficher une croissance moyenne de 1,7% pour la période 2024-2026 contre 2% en 2022. Parallèlement, SP Global Ratings a révisé ses perspectives sur la note de crédit de la situation économique du pays qui est passée de positive à stable, l'entreprise évoquant, outre le risque énergétique, de menaces infrastructurelles. La société
a par ailleurs indiqué qu'elle pourrait davantage réduire ses projections sur le performance économique si le récent élan de réforme des autorités pour redresser la situation ne porte pas ses fruits. Le risque de baisse de ces prévisions reste important car l'Afrique du Sud n'a pas été en mesure de tirer pleinement profit de la reprise mondiale de prix de matières premières tandis que les pénuries d'électricité persistantes signalent un hiver à venir potentiellement difficile, souligne l'agence de notation. Les trésors sud-africains a réagi à cette étude de SP Global Rating dont il a pris acte en réitérant sa détermination à limiter au mieux le vague de délestage devenu récurrent. Pour rappel, le président Ramaphosa avait décrété l'état de catastrophe naturelle face à la crise de l'électricité au mois de février dernier, car la situation énergétique du pays arc-en-ciel a atteint un tel niveau de gravité que la compagnie publique d'électricité Eskom devrait renforcer les mesures de rationnement de l'énergie disponible. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, faisons place au rappel des titres. 36 personnes ont été tuées à la machette dans le village de Mukondi, au Nord Kivu, par des assaillants non identifiés. Les faits se sont passés dans la nuit du 8 au 9 mars. Et puis, au Zimbabwe, les responsables du Conseil de l'industrie et de la commercialisation du tabac renseignent que la récolte du tabac est attendue à 230 000 tonnes en 2022-2023. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.